Bonsoir à tous. Les infirmières reçoivent le plus souvent des louanges de la part des malades. Pourtant, les infirmières ont le blues. Pourquoi ressentent-elles aujourd'hui un si grand manque de reconnaissance? Voilà ce que nous allons chercher à comprendre ce soir dans ce droit de suite. Pour commencer, Infirmières à cœur ouvert, un documentaire tourné pour l'essentiel dans des hôpitaux publics. Dans chacun des services, des infirmières parlent, témoignent librement de leur métier. Elles nous livrent leurs besoins de rapport humain, leur désir de sauver des vies, mais tout explique aussi combien elles souhaiteraient aujourd'hui obtenir davantage de motifs de satisfaction en retour de leur investissement au quotidien. Bon doc, et je vous retrouve juste après avec le directeur d'hôpital Didier Holguin, le député Julien Borovzik, la présidente de la coordination nationale infirmière Nathalie Depoire et la journaliste Pascale Thibault pour débattre du vague à l'âme récurrent de nos infirmières. Dans l'univers des soins, l'infirmière est le maillon indispensable de notre système de santé. En France, les infirmières et les infirmiers représentent 520 000 emplois dans le secteur public et le privé, avec 87% de personnel féminin. Soumis chaque jour à une charge de travail considérable, leur unique objectif est de répondre avec professionnalisme aux exigences du système de santé pour soulager et soigner leurs patients. Pourtant, la majorité des médias ne parlent que de leurs revendications, omettant par là même toute la richesse et les compétences de ce métier extraordinaire où les valeurs humaines sont essentielles. Nous allons partir à leur rencontre afin de mieux comprendre et partager leur quotidien. À l'hôpital, le service des urgences est sans aucun doute le plus stressant. Chaque infirmière doit être capable de supporter une forte pression face à des situations de risque majeurs avec une énorme responsabilité, sauver la vie des gens. Madame, vous m'entendez? Muriel travaille dans cette unité depuis 3 ans. Dans ce service sous haute tension, la réactivité est vitale pour chaque patient. Muriel doit agir vite et s'adapter à chaque situation. Les journées types, il n'y en a pas. Et c'est ça qui est intéressant dans ce service-là. C'est qu'en fait, on fait souvent la même chose, mais jamais au même moment. On va l'installer, la déshabiller tranquillement, et puis on va se pencher sur le problème. Je pense qu'il faut être hospitalisé dans cet endroit-là où y avoir travaillé pour comprendre ce que c'est. Moi, j'ai toujours comparé un petit peu certaines de mes journées, l'image de Top Gun et quand tous ces avions sont dans l'air et qu'on ne sait plus d'où donner de la tête. En fait, c'est un petit peu ça. Marie, tu peux me filer une tulipe avec un truc, s'il te plaît? Je pense qu'il a dû tomber dans le... Votre nom de famille, c'est quoi? Ah super, merci beaucoup. C'est éreintant, hein. On passe 7h30 à piétiner. Les nuits, on fait des nuits de 10 heures. Des fois, on n'a pas le temps de s'arrêter. Donc ça fait 10 heures à piétiner, à même pas avoir le temps d'aller faire un petit pipi ou de boire un coup. C'est pas des douleurs thoraciques avec malaise, trouble de conscience, hémiplégie gauche. Le stress est présent souvent, oui. Même pas quand y a du monde, hein, mais parce que je vais toujours être inquiète d'avoir fait les choses comme il faut parce que je les ai fait vite. Alors forcément, vite et bien, c'est des fois un peu difficile, même si on le fait quand même. Hein. Oui, moi c'est un métier qui me stresse. Ouais, là, vous sentez quand je vous touche? C'est une péritonite alors? Et si le stress est omniprésent aux urgences, il l'est également en néonatologie. Face aux premiers jours de nouveau-nés fragilisés avec des pathologies souvent lourdes, la vie de ces prématurés est entre les mains d'infirmières spécialisées. Amélie travaille en néonat depuis 7 ans. Après avoir exercé dans différents services, elle a choisi de s'occuper des prématurés, un domaine assez valorisant, même s'il est parfois sous-estimé. Je pense que le métier d'infirmière, il est un petit peu dans l'ombre en fait à l'hôpital et qu'on a besoin en fait d'être reconnu pas par le fait que on aime notre métier, on est dévoué, etc. mais parce qu'on est des professionnels.
Je pense que c'est un métier qui nécessite des qualités humaines, mais c'est un métier qui peut être reconnu au même titre qu'ingénieur. Donc voilà. Il est saturé ? Oui, elles sont plus dans ton nez. Je l'ai remis là, regarde, attends. Je t'embête un tout petit peu, tu désaturé là, tu vois, t'as oublié de respirer. T'avais enlevé tes lunettes. Eh ben c'est pas terrible tout ça. Je ne pourrais pas travailler en néonat parce qu'on s'occupe des tout petits, des bébés. Et face à la mort, je ne pourrais pas affronter. Je suis quelqu'un de très maternel et j'aurais du mal à garder ma distance professionnelle que j'arrive à avoir dans le milieu professionnel au niveau de la gériatrie. Considéré comme ingrat car très contraignant et peu valorisant, le secteur de la gériatrie est peu demandé malgré un besoin croissant de personnel dû au vieillissement de la population. Karine aime évoluer aux côtés des personnes âgées, dépendantes et souvent en fin de vie. Outre les soins du quotidien, ce travail est riche en contacts et en histoires de vie qu'elle partage avec ses patients. Je reviendrai l'enlever, d'accord ? Moi, je veux mon sourire, hein. Je veux mon sourire, moi, hein. Mais oui, je sais bien. C'est dur. C'est dur. C'est long, on devait dire. Hein ? C'est long pour mourir. On choisit pas, hein ? Non. On choisit pas notre fin, hein. Qu'est-ce que vous êtes belle, vous avez un teint. Vous êtes jolie, c'est gentil. Oh, vous êtes bronzée. C'est agréable d'avoir des compliments. Allez, je vous installe le masque. Merci. À tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un don de soi. Non, c'est quand même un métier qui est régi par des règles de déontologie et c'est très important. Dans l'histoire, c'était des bonnes sœurs au temps de la guerre, s'occuper des patients, des blessés. Voilà, je pense que c'est vraiment avant tout une profession et qui n'est pas assez reconnue parce que comme elle est assimilée à une vocation et un don de soi, c'est pour ça que je pense que ça manque peut-être autant de moyens. Après, on n'y va pas reculons non plus, on a choisi ce métier, donc on le sait. Voilà, on l'a choisi, on le sait. Mais d'autres infirmières ont choisi un service plus impressionnant, le bloc opératoire. Qui est-ce l'IAD de la 8 ? Pardon ? Qui est-ce l'IAD de la 8 ? Pauline y est infirmière depuis 9 ans. Elle assiste avec rigueur chaque chirurgien, sans oublier de rassurer ses patients avant ce moment stressant qu'est l'intervention. Bonjour madame. Bonjour. Je suis une infirmière qui s'occupera de vous aussi en salle. D'accord. Ça va ? Oui. Vous attendez depuis un moment ? Oui. Vous vous êtes reposée ? Oui, je pense que j'ai sommeillé un petit peu. Donc... Ouais. Au bloc opératoire, on n'a pas un contact comme dans les services. C'est beaucoup plus court. Donc... moi, ce que je ressens, c'est que ça me manque quand même. Avoir un petit contact, lui tenir la main, essayer d'être rassurante, parce que quand on arrive au bloc opératoire, forcément on est stressé, que ce soit une petite chirurgie comme une grosse chirurgie. Et voilà, madame, on arrive en salle. On est là pour sourire, pour être quand même, de lui dire allez, ça va aller, tout va bien se passer. On arrive en salle d'opération, vous allez dormir et c'est nous qui devons faire le travail. Mais voilà, avoir toujours quand même un geste, un sourire ou une main posée sur l'épaule. Le bloc opératoire, c'est l'envers du décor. Moi, à chaque fois, quand on me pose la question ou quand je parle de mon travail, je trouve que c'est l'envers du décor parce que personne déjà y a accès, sauf nous. Et on voit des choses qui sont assez spectaculaires. Je connais le corps humain, mais de l'intérieur. Donc déjà, ça, c'est vraiment particulier. Quand j'instrumente, je suis concentrée. Il y a parfois de l'adrénaline, donc c'est agréable aussi. Moi, j'aime beaucoup quand la chirurgie
et pas forcément comme on devait la faire aussi, parce qu'il y a des moments, des chirurgies qui se passent pas comme on voudrait. Mais voilà, il faut toujours être à fond. Au bloc opératoire, on est assez protégé, je trouve, en tant qu'infirmière. Parce que déjà, rien qu'au niveau du poste, on fait des journées. Donc, on fait des journées de 9 heures. Une fille en service, je pense que c'est beaucoup plus dur pour elle. Elle est soit du matin, soit du soir. Et puis, elle travaille un week-end sur 2. Et je leur tire mon chapeau, vraiment. Pour les infirmières du service gériatrie, la charge de travail se multiplie au fil des années. L'hospitalisation des personnes âgées dépendantes s'est considérablement accrue. Le manque de personnel se fait durement ressentir. Karine doit souvent gérer seule un grand nombre de patients, souvent atteints de pathologies lourdes. Salut Steph, ça va? C'est la quille. Ouais, Ah, ça va. je sors presque à l'heure. Presque, hein, 30 minutes. Alors le matin, il y a 2 infirmières pour 38 patients. Donc du coup, le matin, je m'occupe de 19 patients. Et le soir, je suis toute seule, je suis la seule infirmière pour les 38 patients. Monsieur B, ça va Georges? Coucou. Ça va? On prend les traitements? Allez, tenez, regardez. C'est très bien ça. J'ai pas grand sourire ce matin. Alors moi je me fais la chaque sur les pieds pendant mon sourire. T'as pas envie. On a la droit, hein. Pas envie de sourire. C'est vrai, avec la tête. Ça va? Ça va, ça t'aimerait? T'as envie de venir? Quand tout se passe bien, quand tous les patients vont bien, on dit qu'on arrive à s'organiser, qu'il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que s'il y a un patient qui ne va pas bien ou un deuxième, c'est vraiment la course. Et là, par contre, ça décale nos soins, ça décale la distribution des traitements. Après, c'est vrai, c'est la vraie course, faut accélérer, quoi. N'ayez pas peur, on vous réinstalle dans le lit. Allez, 1, 2 et 3. Voilà. On vous laisse tranquille un petit moment. Si vous n'avez pas envie de prendre le petit déjeuner tout de suite, d'accord? On vous embête pas tout de suite. Allez. S'il n'a pas envie, il a le droit. Fais attention à son petit... que ce soit bien mis. Oui, on vous laisse tranquille. On vous laisse vous réveiller tranquillement. D'accord? À tout à l'heure. De quoi? On court quand même pas mal dans le service et c'est vrai que aussi bien en poste du matin et en poste du soir, on n'arrête pas. Eh ben qu'est-ce qu'il fait là? Coucou! Mais il dit pas votre chambre là. Bon, vous êtes trompé? Allez, je vous amène. Attention, je recule. Attention, petit peloton. Je vous emmène en salle à manger, par la télé. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a la télévision? On est toujours en train de partir à gauche, à droite. On nous appelle, que ce soit les aides-soignantes qui ont besoin, les familles, l'entourage, le téléphone qui sonne, le médecin qui peut nous demander quelque chose. C'est vrai qu'on est beaucoup sollicité et c'est vrai que c'est assez fatigant physiquement. À tout à l'heure? À tout à l'heure. D'autres infirmières exercent leur métier au domicile des patients. Amélie fait partie de ces infirmières qu'on appelle les libérales. Depuis 5 ans, elle arpente les rues de Lyon à vélo pour se rendre chez ses patients. Malgré des journées qui sont de véritables courses contre la montre, Amélie privilégie la dimension relationnelle et humaine. On instaure avec nos patients une relation de confiance, on va dans leur intimité, donc c'est quand même un autre rapport que le rapport qu'on a à l'hôpital où ils sont quand même plus vulnérables. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça se fait tout beau? Oui. Vous avez bien raison. Je vais m'occuper de votre femme. Allez, je vous laisse venir avec moi. Je vais vous donner les cachets. On y va doucement, on rentre jamais. Enfin, il y a toujours un temps d'adaptation. On y va en douceur.
Mais une fois qu'après, ils ont réussi à nous ouvrir la porte, mais au sens figuré. Du coup, c'est chouette après ce qu'on peut instaurer comme relation avec le patient. Vous savez, aujourd'hui, on va faire le lavage de la vessie. Hein? Vu qu'il y a à nouveau le matériel, on va pouvoir. D'accord? Allez, c'est parti. Vous en profitez pour faire un petit somme? Ce qui est sûr, c'est que je fais en sorte d'être toujours contente de ce que je fais, peu importe le nombre d'heures que j'ai à faire, que je fais. Je fais en sorte vraiment de travailler et de faire les choses bien. Allez. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? C'est bon? C'est bon. Donc je reviens ce soir, moi. Hein? Normalement, pas trop tard. D'accord? Hein, vous avez de quoi manger à midi? Oui, bon. cassoulet. Oh là 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 là, vous allez vous régaler. Le fait de faire ces tournées en vélo ou en trottinette, ça permet entre deux patients de lâcher un peu la pression et c'est très agréable. Oui, c'est l'infirmière. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Vous voulez une douche ou pas? Demain matin, c'est bon? Allez, vous avez pu faire un brin de toilette quand même ce matin, vous? Oui, oui, oui. Eh ben, allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Voilà, tout à fait. Allez. Je suis pas trop moche? Non, non, c'est très bien, Madame Brunet. J'avoue qu'actuellement, je suis un peu attristée par l'évolution que prend le domaine de la santé. On parle de plus en plus de chiffres et j'aimerais quand même continuer à travailler avec les valeurs qui me sont chères dans mon travail, mais du coup, ça devient de plus en plus difficile. Ça va? Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Bah non. Non? Non. Peut-être la prise en charge globale pour moi de mon patient, c'est important. Je peux pas arriver faire la piqûre et repartir. Il y a le contact relationnel et puis on a vraiment affaire de plus en plus à des personnes qui ont peu de famille, voire pas du tout de famille, qui sont très isolées et c'est notre devoir aussi d'essayer de gérer ça au mieux. Ça va? Hein? Ça va? Ça va. Pour aujourd'hui, c'est tout bon? Tout bon. Allez. Ça va. On se rend compte que c'est pas toujours rose, notre boulot. Mais par contre, malgré les conditions de travail, on essaye de faire notre travail avec des valeurs chouettes et on travaille avec nos tripes et que du coup, on essaye toujours de faire au mieux et voilà. Et pour faire au mieux, il faut du temps. Aux urgences, les patients arrivent en flux continu. Les infirmières doivent répondre vite et bien aux multiples accidents de la vie qui se présentent aux portes du service. D'une simple plaie à l'urgence vitale, chaque minute compte dans ce service qui ne désemplit pas. Muriel doit rester en vigilance maximale pour soigner et réconforter ses patients. Là, essayez de vous détendre, respirez tranquillement. Essayez de vous détendre. Là, du calme, doucement, doucement. Essayez de vous concentrer sur votre respiration, respirez tranquillement. Voilà. Voilà, c'est quand même meilleur. Être empathique avec nos patients, dans l'idéal, il faudrait l'être à chaque fois, mais il faut être honnête, non, des fois on n'a pas le temps. Non. Et c'est ça qui est le plus dur, en fait, pour nous. Pour moi. Parce que moi, j'ai pas fait ce métier-là pour faire du travail à la chaîne, poser des perfusions, parce qu'un enfant de 15 ans, on lui apprend à le faire et au bout de 2 fois, il aura compris comment ça se passe. Non, c'est ça le problème. C'est de ne pas avoir suffisamment de temps de bien s'en occuper, en gros. On fait au mieux, On fait au mieux parce que je pense qu'on aime tous ce qu'on fait.
Mais non, forcément, on peut pas. Quand on a 150, 170 entrées par jour, enfin, c'est pas possible de faire dans l'idéal. On change les gens dans les couloirs. On essaie bien de faire tout ce qu'il faut pour que l'intimité soit préservée, mais on les change quand même dans un couloir. Qui est responsable de ça? J'en sais rien, et puis je m'en fous. Je pense qu'il y a des têtes pensantes là-haut qui sont là pour travailler là-dessus. Moi, mon métier, c'est de m'occuper des gens. Soigner des gens dans un couloir, je suis désolée, mais c'est pas entendable. Au jour d'aujourd'hui, en 2018, il y en a un qui a fait le tour du globe là et qui est allé marcher sur la Lune ou je ne sais où. Franchement, c'est pas entendable du tout. C'est pas entendable, non. À l'hôpital, on nous demande d'aller vite parce qu'on ne peut pas s'éterniser. On enchaîne beaucoup les patients. Donc l'intervention, par exemple, d'une cataracte dure pas très longtemps. Donc forcément, on doit ramener un autre patient dans la salle et ainsi de suite. Soulevez la tête, s'il vous plaît, madame. Allez-y, posez la tête. On est d'accord, c'est bien l'œil droit, madame. Je vous repose la question. Si, c'est l'œil droit. Non, c'est juste pour me faire peur. Alors, quand on opère, par exemple, en ophtalmo, on peut faire 12 patients sur la journée. Donc, effectivement, une demi-heure d'intervention. Ensuite, le patient est sorti. Tout doit vraiment être chronométré parce que 10 minutes après, on doit rentrer un patient et c'est vrai que oui, parfois on arrive à faire 12 patients, voire même plus, et c'est vrai qu'on court quand même. Guide vers toi là-bas. Oui. C'est stressant, donc il faut être là au bon moment, faire les bonnes choses, pas se poser de questions, foncer. Oui, bonjour, c'est Cyril, tu vas bien? Oui, et toi, ça va? Ça va, je te remercie. Donc oui, je t'appelais pour faire le point sur le monsieur qu'on suit, tu vois. Il n'a pas été très actif. Oui, comme d'habitude, oui, toujours un peu d'apathie, mais... La psychiatrie, un service où être attentif aux moindres détails est capital. Cyril, infirmier spécialisé, visite régulièrement 40 patients en milieu rural. Prendre du temps avec son patient, l'écouter, être bienveillant, avoir de l'empathie, des qualités essentielles dans un service difficile. Les pathologies sont multiples. Ça peut aller de la schizophrénie, ça peut aller des troubles bipolaires, des troubles dépressifs, des troubles cognitifs qui émergent parce que la population est vieillissante, quoi. Ça devient très difficile parce qu'on est obligé de faire de plus en plus d'actes ou en tout cas de travail en étant moins en moins, ça c'est sûr. On fait de notre mieux, mais au bout d'un moment, trop c'est trop, quoi. Je veux dire, les gens ne peuvent pas, surtout en psychiatrie où il faudrait prendre du temps des fois pour faire un entretien, il faudrait prendre du temps pour donner un médicament parce que des fois les traitements ne sont pas toujours bien acceptés par les patients. On sait qu'on n'a pas le temps. On sait que de toute façon, ça va être très difficile de prendre 10 minutes, 15 minutes pour expliquer à telle personne il faut son traitement, qu'il est en ce moment pas très bien et que le traitement va améliorer en tout cas sa pathologie. Du coup, on enlève du bon sens, on enlève de la spontanéité dans notre travail et c'est très important parce que le contact humain n'est pas calculé. Hein. Des fois, il faut se dire, il faut accepter l'autre, il faut accepter qu'il soit mal et des fois, ça nous est difficile d'accepter ça. C'est un métier où il faut du temps. Il faut du temps. C'est un vrai métier, ça demande des compétences. Si on prend son métier d'infirmier comme n'importe quel autre métier, je pense qu'on se casse la figure parce qu'il y a trop de contraintes, il faut quand même un investissement de soi et on ne le fait pas comme ça par hasard non plus. Bonjour monsieur, comment ça va? Ça va. La forme? Oui, je vous dis tout de suite, je préférais un froid sec. Ah pas aujourd'hui, aujourd'hui c'est pas un froid sec, hein, c'est plutôt... Et puis on n'est pas tiré d'affaire. Alors, maintenant, l'angoisse elle est comment? L'angoisse va bien, oui. Ouais, les ruminations, c'en est où? Il y en a bien moins. Il y en avait bien moins, oui. Ouais. Et la journée, ça va? Il n'y a pas trop de solitude? La solitude, maintenant, ça fait 16 ans. Oui, vous êtes habitué alors? Ah oui. C'est pas trop pesant?
Je la gère. Vous la gérez, ouais. Je la gère. On va chez les gens, on est chez eux, on doit respecter le lieu, la vie, les rythmes de vie de chacun. Donc, je regarde s'ils respectent la prise de traitement, je regarde s'ils se mettent pas en danger, je regarde si au niveau thymique ça va et si au niveau des signes de leur maladie, il n'y a pas quelque chose qui cloche. Le reste du temps, il faut respecter la vie de chacun, il faut respecter le rythme de chacun et il faut faire preuve de tolérance. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on arrive à être un petit peu, à être inclus et qu'on ne soit pas vécu comme persécuteur. Je me suis mis à boire. Vous l'avez dit. Oui, Tout vous seul. l'avez dit. Oui. L'ennui. C'est pour ça que je vous demande, c'est savoir si la solitude, c'est pas trop dur, vous voyez, si Non, non. là maintenant vous gérez, c'est-à-dire que vous êtes plutôt stable dans votre maladie. Je pense que vous avez traversé un moment qui était difficile pour vous, qui a créé de l'angoisse, de l'anxiété. Vous pouvez retomber très très vite. Notamment où j'ai pris un coup avec ma femme de ménage. Je vous l'ai dit, là où j'ai fait l'AVC. Oui, alors ça, monsieur Brunel, vous savez, vous me le dites à chaque fois. Mais et je moi, le dis. Je sais. Alors, pour vous, c'est quelque chose qui est important, mais je pense qu'il faut pas ressasser toutes ces histoires de maladies, de morts, de Et disparitions. je pense que la première des choses, c'est faire preuve d'empathie, faire preuve d'écoute, et puis d'être pas trop jugeant, pas être vécu comme persécuteur, rassurer et cadrer. J'ai toujours dit qu'il fallait rassurer les gens, il faut les motiver, les encourager, il faut représenter aussi quelque part un cadre. C'est rassurant aussi de toute façon aux gens parce qu'ils savent à ce moment-là qu'on vient pour eux, qu'on a conscience de leurs troubles et qu'on ne fait pas n'importe quoi. Moi, ce que je vous demanderais juste un petit peu, c'est bon, ça, toutes ces histoires de maladies, tout ça, je trouve que ça revient souvent, vous voyez. Faudrait pas que ça vous pollue trop le cerveau. Je suis réceptif. Voilà. On peut être que sensible au parcours de certaines personnes, mais il faut toujours revenir à notre mission première, c'est le soin, l'accompagnement. Le mot malade, avant tout, ce sont des humains comme vous et nous qui ont une pathologie, mais ce sont des hommes et des femmes. Donc il faut prendre aussi en considération ce qu'ils ont à dire, leurs sentiments, leur vie et leur milieu de vie. C'est ce côté humain qui est intéressant dans le métier, qu'on n'a pas affaire à des machines et on n'est ni Dieu ni maître vis-à-vis de ces personnes-là. Donc en fait, je vais vous montrer dans cette petite baignoire, je vous explique pourquoi. Parce que là, donc après, vous pourrez le faire là hein, rapidement. La majorité de la population avec laquelle je suis confrontée, c'est pour 60% des gens qui sont quand même en difficulté sociale, socio-économique. La prématurité avec les difficultés sociales et économiques, ça va de pair malheureusement. Donc on fait aussi beaucoup de social dans notre quotidien, d'accompagnement, où on gère des gens qui ont pas de quoi finir la fin du mois, qui ont des difficultés financières pour payer leur loyer, qui accueillent un enfant dans des conditions qui sont compliquées. Et tout ça, en fait, ça demande de l'adaptation permanente, en fait. C'est bientôt fini. C'était comme dans le ventre de maman. C'était Toi, pareil t'avais que encore dans le le ventre de liquide. maman. Ah, ça y est, l'ouvre ses yeux, vous avez vu? Oui. Premier bain. C'est des moments sympas, le bain. T'inquiète, tu auras l'occasion d'en prendre. Oh oui, plein. C'est pas qu'un métier de technicien et c'est pas qu'un métier d'exécutant, et ça j'y tiens. Après, c'est un métier, voilà, on signe avec les contraintes et c'est un métier de contraintes. Et je pense que ça, le public, la population, ils en ont pas forcément conscience, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est un métier où on fait des nuits, des jours, de l'alternance, où ça demande beaucoup. Parfois, des fins de journée, on est épuisé. Il y a, je pense, peu de métiers où on finit son travail épuisé. L'hôpital, c'est une entreprise et quelque part, on est tous là pour une chose, c'est soigner. J'ai le temps, hein. C'est connu que les infirmières, elles mettent énormément de temps pour faire leur pansement. Ah oui, c'est connu ça. Plus de temps que la chirurgie, souvent. C'est connu. Pour bien faire son travail, il faut que les gens soient reconnaissants. Et la reconnaissance, on n'en a pas. Ça, c'est évident. Donc, c'est difficile de donner de soi quand on nous donne pas grand-chose.
Et je pense qu'une infirmière de base n'a pas le salaire qu'elle mérite, vraiment. Une infirmière en service qui, honnêtement, n'arrête pas parce qu'elle fait des soirs, des matins. Elle travaille un week-end sur 2. Donc, pour pas grand-chose, une petite prime du dimanche et encore. Parce que vu ce qu'elle donne, eh bien, c'est pas... Voilà, le salaire est pas suffisant. En effet, le salaire de base d'une infirmière est de 1 240 € net. Moi, je pense qu'actuellement, par rapport au risque du métier, enfin, à notre charge de travail, aux conditions de travail, aux responsabilités qu'on a, je trouve qu'effectivement, on est peut-être pas payé en conséquence, quoi. Mais après, qui faire, je sais pas. Moi, je fais une nuit de 12 heures pour gagner 7 € de plus net. Voilà. Ça, les gens, je pense qu'ils le savent pas et je pense que c'est des choses importantes à dire. On travaille les fériés, les dimanches pour gagner 40 € net de plus. On n'est pas payé double, en fait. On ne fait pas des gardes où on est payé voilà, double. Ça n'existe pas. Alors, il me semble qu'en Europe, on est le 3e pays à être le moins bien payé au niveau du salaire infirmier. Donc on est dans la queue de peloton. Il me semble qu'aux dernières statistiques, on avait perdu 300 € par mois de pouvoir d'achat, vu que le point d'indice est gelé et que le reste augmente. Donc effectivement, on n'est pas bien payé. On est sous-évalué au niveau du salaire, on nous sous-évalue, ça c'est sûr. Je sais pas comment ça marche un hôpital, en fait. Je sais pas qui est-ce qui tient les comptes. Enfin, moi, j'ose croire quand même qu'on pense un peu à l'humain avant de penser à nos sous. Mais moi, j'ai changé de métier. J'ai pas changé de métier pour me faire de l'argent, parce que sinon, je serais restée où j'étais. Donc, je l'ai vraiment fait parce que je l'aimais. Mais faut quand même reconnaître que par rapport à des salaires d'autres professions où il y a quand même beaucoup moins de responsabilités et beaucoup moins de pénibilité, on est quand même pas trop bien rémunéré, quoi. Et ce qu'il y a surtout, c'est la responsabilité. On injecte des choses qui peuvent tuer. On a une responsabilité qui est énorme par rapport aux patients. C'est prescrit par un médecin, mais c'est injecté par une infirmière quand même. Allez, joue, pique, hein. Ouais. Il faut qu'elle ait la tête bien claire, les idées bien claires et qu'elle sache exactement ce qu'elle fait, quand elle fait et à qui elle le fait. Pas se tromper de patient quand on va vite ou autre. Donc ça, normalement, ça devrait être quand même reconnu. Ce que j'aimerais voir évoluer, c'est moins d'administratif. Alors c'est vrai que maintenant on manque beaucoup de traçabilité, c'est important au niveau du patient, au niveau des familles, qui maintenant les familles deviennent beaucoup plus procédurières, donc c'est vrai qu'il y a besoin d'une traçabilité, mais on passe beaucoup de temps à écrire, donc maintenant c'est informatique, donc c'est vrai qu'on a des ordinateurs, le souci c'est que les ordinateurs bug, parce qu'on se connecte tous en même temps, problème de réseau, donc on perd énormément de temps dans l'administratif, et c'est vrai que si on pourrait apporter quelque chose dans ce sens-là, ça serait quand même un plus. Parce que c'est vrai que tout le temps qu'on passe dans l'administratif, c'est le temps qu'on passe pas auprès des patients. Coucou. Pourquoi tout le monde dort ce soir? Je vous réveille? Je vous réveille? Vous avez les mains froides, ma bichette. Allez, je vous pique. Allez. Voilà, je appuie un peu. Faire vite, toujours travailler vite, à un temps record pour faire le maximum de son travail, plus de soins, être toujours à l'écoute des patients, mais toujours dans un minimum de temps. Allez, on décolle. Le temps de travail, le nombre d'heures est toujours pareil, sauf qu'on nous rajoute beaucoup plus de responsabilités, et c'est ce qui fait que, il y a des personnes qui craquent, quoi. Voilà, regardez. Vous êtes dans les yeux, Ah, on vous reconnaît bien, là.
Et puis l'autre difficulté, c'est qu'en fait on remplace pas. Donc en fait, il faut qu'il y ait 3 arrêts maladie en fait pour qu'il y ait une infirmière qui arrive en remplacement. Donc en fait au quotidien, on pallie aux difficultés des plannings et on a une trame entre guillemets de base de planning, mais en fait on ne sait jamais au mois le mois en fait comment on va travailler. Et ça, pour l'organisation personnelle, je pense qu'à terme, ça peut être aussi lourd et difficile. Et c'est cette adaptation qui fait qu'aussi, à l'hôpital, parfois, après, on s'en va parce que cette lourdeur fait que du coup, ça prend le dessus sur le plaisir qu'on peut avoir pour notre métier, quoi. Parce que c'est important, il faut qu'il y ait un équilibre. Écoutez le silence. Appréciez. Normalement, c'est quand tu dis ça que... Oui, c'est ça. Non, mais c'est quand même... Non, mais franchement, c'est trop bien. L'année dernière, ça a sonné toute la nuit. Ah ouais. Et pourtant, on était comme là. Enfin, tu sais, on y allait tout le temps. On éteignait les pouces tout de suite. Enfin, mais ça a sonné. Ah, ça fait durer longtemps. Moi, depuis 7 ans, malgré tout, je suis devenue beaucoup plus irritée par le bruit, en fait. Moi, j'étais quelqu'un qui écoutait plutôt la musique assez forte, etc. Là, depuis 7 ans, en fait, sur mes jours de repos, j'ai vraiment besoin de me mettre au vert, de me mettre au calme, et voilà. Et c'est ça qui me ressource, parce que c'est vrai que quand on est dans un milieu où toute la journée il y a du bruit, le téléphone, les scopes, le bruit des respirateurs, des réchauffeurs, des couveuses, les pleurs des bébés, la gestion des pleurs des bébés aussi quand on travaille de nuit avec la fatigue, etc. Tout ça, c'est des éléments qui font qu'on est stressé. Je peux voir des grues de chez moi et c'est souvent que je dis à mon mari grutière, qu'est-ce que ça doit être chouette, toute seule dans sa cabine là-haut, plus personne pour t'embêter. Je vous sers un petit canon d'eau. C'est du blanc aussi. Hein. J'aime vraiment ce que je fais et ça me tient à cœur de prendre soin des autres. Si on veut vraiment travailler correctement, on arrive vite sous pression et on a du mal des fois à faire abstraction du travail en arrivant chez soi et c'est ce qui amène petit à petit au burn-out. Le burn-out est l'indice de l'écartèlement entre ce que les gens sont et ce qu'ils doivent faire. Il révèle une usure, une érosion des valeurs, de la dignité, de l'esprit, de la volonté. C'est un processus, un mal-être qui s'est inscrit, qui s'est transformé en cercle vicieux petit à petit, sans que je m'en aperçoive. Il y a 2 causes. Il y a moi et mon engagement, ce qui est devenu mon rapport au travail. Je mettais la barre déjà tellement haute. J'avais tendance à être corvéable à merci aussi. Dès qu'il y avait un besoin, dès qu'il manquait du personnel, j'étais la première. Il y a le fait d'avoir de moins en moins de personnel et de se retrouver des fois à 3 pour... un nombre de patients en post-opératoire. Le fait de ne pas forcément avoir de reconnaissance. Et voilà, les injonctions paradoxales, fais ci mais je peux pas le faire, qui font que plein de fois, à plein de moments, on se retrouve en dissonance, vraiment en dissonance. J'étais dans une hypervigilance de tout ce que je faisais, j'avais tellement peur de l'erreur, de l'échec, que j'étais dans une survérification, dans un process mental qui me coûtait, qui finissait par... C'est ça le cercle vicieux. C'est que tout ça, mis en lien, fait qu'on finit par tomber. J'ai fini par ne plus avoir aucune motivation, oublier de manger, à ne plus dormir, là aussi physiquement... La fatigue, je me mettais... Moi, mon signal, c'était le vomissement. Je me mettais à vomir pour un oui ou pour un non. Jusqu'à ce qu'un jour, là aussi, une patiente
me disent vous avez pas l'air bien. Vous voulez vous asseoir C'était un gros stop, un gros craquement, comme une explosion. Et ce craquement, et après j'étais plus capable de rien, mais plus capable de rien. Au jour d'aujourd'hui, je suis incapable de remettre les pieds, et quand bien même un jour j'ai voulu me faire violence et emmener un arrêt de travail, je me suis mis à vomir devant tout le monde dans ce hall. Et cette dame de l'accueil qui me dit mais c'est pas grave, c'est dans un hôpital, vous inquiétez pas. Moi j'étais en train de me confondre d'excuses et elle finit par me dire mais vous savez madame, on est dans un hôpital. Et ce que je lui ai répondu, alors là ça a été dramatique pour moi, mais je fais partie du personnel. J'emmenais juste mon arrêt. Je pense pas que toutes les infirmières sont en burn-out. Je pense qu'on est toutes à certains moments de nos vies, en fonction de ce qu'on vit aussi personnellement, de notre équilibre, etc. Parfois en difficulté d'un trop plein, un peu de stress. Et puis il y a la valorisation aussi du personnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une entreprise privée. Donc aujourd'hui, qu'on fasse son travail ou entre guillemets ou qu'on le fasse de manière un peu plus médiocre, de toute façon on a la même valorisation financière, on aura quasiment la même avancée d'échelon. Si c'est pris en compte par l'institution, les gens ils le vivent mieux. Alors bon, à la médecine du travail, chaque année on nous fait mesurer notre état de stress, mais à un instant T, ça n'a pas de sens en fait. Si on nous faisait mesurer tous les jours, je pense qu'on serait... Enfin voilà, et on aurait une moyenne à l'année, ça aurait du sens. Là, le mesurer le temps d'une visite médicale à la médecine du travail, ça a peu de sens en fait. Hier à 21h, il secouait la barrière, il voulait se lever, donc je lui ai donné son Céresta en si besoin. D'accord. Je pense qu'il y a vraiment une souffrance dans le milieu hospitalier, le milieu soignant, dans tous les services confondus. J'espère vraiment que l'évolution du métier d'infirmière va évoluer dans le bon sens, que les politiques peuvent entendre la souffrance qu'il y a à l'hôpital. S'il y a du suicide et du burn-out, c'est pas pour rien. Il y a des moyens qui peuvent être mis en place, que ça va peut-être progresser, un peu plus de personnel, qu'on pense vraiment à l'humain, parce que, comme je dis toujours, c'est bien les chiffres, ok, d'accord, on comprend qu'il y a des dettes publiques, on comprend tout à fait que les hôpitaux sont dans le rouge, on peut l'entendre, mais il ne faut pas faire d'impasse sur le personnel, parce que c'est quand même... Ça peut être nous dans les lits, ça peut être notre frère, notre sœur. Voilà, c'est pas des machines, on peut se dire j'appuie sur le bouton stop, je reprendrai tout à l'heure. Il faut toujours être là pour eux et c'est important. Coucou. Ça va depuis tout à l'heure? Les médicaments. Ezou, merci. Je pense que les gens ont leur système de santé à cœur en général, et quand je parle avec des gens devant ce que je fais comme métier, il y a toujours une certaine pointe d'admiration parce qu'ils reconnaissent la difficulté de notre travail, de ce qu'on peut apporter quand ils sont malades, en tout cas au niveau du réconfort, au niveau du soin et au niveau du contact humain. Parce que je pense que l'infirmier et l'aide-soignant aussi, encore plus des fois, au niveau relationnel, apporte beaucoup d'apaisement aux malades quand les situations sont difficiles. Attention de ne pas glisser, c'est bien placé chez vous là. C'est Freud qui disait qu'il y avait 3 métiers qui allaient devenir très difficiles au XXIe siècle. C'était l'éducation, la politique et le soin. Mais bon, il faut avoir la vocation. Je reviens, il faut quand même avoir une certaine vocation pour faire ce métier. Bon alors, depuis la dernière fois qu'on s'est vu... Rien de nouveau. Rien de nouveau. Ouais. Je suis en cours. Je suis son cours. Bon, sinon, le moral, il va comment aujourd'hui? Ouais. Donc l'humeur va bien, c'est stable. Il n'y a pas ni de baisse, ni de saut d'humeur. Donc les pensées dans la tête, ça va pas plus vite que le TGV alors. Hein, voilà. Voilà. Bon. Bonne journée à vous. On va essayer d'y croire et on va essayer de dire que ça va évoluer en bien et que
on va y réussir ensemble à freiner un peu ce dans laquelle on veut essayer de nous diriger et qu'on va pouvoir continuer de travailler avec de chouettes valeurs et de continuer de prendre soin des gens comme il faut. Il faut évoluer dans notre métier, mais pas au détriment voilà, des patients et puis du personnel de santé. Il faudrait que tous et toutes, on aille dans le même sens et que oui, un jour ou l'autre, on essaye de se dire là, c'est plus possible et oui, de faire les points sur la table un peu, mais qu'y faire, je sais pas. Sortir dans la rue. De toute façon, quand on parle de nous, c'est souvent parce qu'on est en colère. Parce que sinon, on ne parle pas de nous. Mais d'un autre côté, je pense que les infirmières, elles ont essayé de se faire entendre dans le calme. À un moment donné, elles n'ont pas été entendues, donc elles sont bien obligées de se mettre en colère. Après, c'est une colère relative, parce que contrairement à un bon nombre de professions qui se mettent en grève et qui vont arrêter de travailler et qui vont gêner la bonne marge de leur entreprise, nous, on a une nécessité de soins. Donc on peut être en grève, on peut être en colère pendant 10 ans, de toute façon, on va faire notre travail quand même. Je vais le fixer sur le lobe de l'oreille, ça fait pas mal, hein. Et c'est ça qui est embêtant. C'est pour ça que ça bouge peut-être pas non plus. C'est parce que on fait notre boulot quand même. On n'embête personne à faire la grève. Après, faire quoi d'autre? De toute façon, nous, il est hors de question qu'on prenne nos patients en otage, parce que c'est les mettre en danger, et nous, on n'a pas fait ce métier-là pour mettre nos patients en otage. C'est hors de question, par contre. Parce que vos doigts sont C2E, donc du coup, voilà, ça passe mieux, 96, parfait, bonjour. L'avenir des soins me fait un peu peur. J'ai parfois eu envie d'arrêter mon métier. Au bloc opératoire, il faut être, je pense, en connexion tous ensemble pour faire évoluer les choses, ça c'est évident. Mais moi, de ma petite personne, je faire mon travail, bien le faire et pas trop me poser de questions parce qu'on parfois, voilà, on peut être déçu, on n'a pas ce qu'on voudrait. Donc l'avenir de la santé, pour moi, est difficile. Et je pense qu'une infirmière, comme auparavant, a une très longue carrière de 40 ans, il y en aura de moins en moins. Si je devais changer quelque chose dans mon métier, c'est vraiment l'effectif. Plus de personnel, voire plus le temps auprès des patients. Ça, c'est vraiment ce qui est frustrant. Quand on ne peut pas répondre à une patiente, on peut répondre à une patiente, mais que malheureusement, au bout d'un moment, on dit on s'en va, je ne peux pas rester parce que j'ai d'autres patients à aller voir. Je reviens souvent là-dessus, mais c'est vrai qu'une infirmière sur 38 patients, quand vous avez une personne qui vous tend la main et qui veut que vous restiez auprès d'elle, vous lui tenez la main, mais malheureusement, vous êtes obligé de lâcher et de dire j'ai d'autres résidents à aller voir et vous êtes obligé de sortir de la chambre. Et ça, c'est un côté frustrant et c'est vrai que le manque de personnel, ça, c'est vraiment très très important. C'est important de donner une image positive en fait de ce métier parce que je pense qu'on est un métier qui est au cœur et au centre de la prise en soin des patients, que les patients ils ont besoin de nous et que bien sûr ce métier il fait malgré tout ça il a des contraintes donc il faut éclairer les étudiants, les jeunes professionnels sur ces contraintes et il faut aussi leur expliquer et leur donner un petit peu peut-être des outils pour savoir trouver en eux en fait les ressources qui vont leur permettre de pouvoir continuer et perdurer dans ce métier. Voilà. C'est pas un métier facile mais qui est très riche et du coup ça vaut le coup de tenter l'expérience et puis d'y aller et vraiment pour rien au monde moi je reviendrai en arrière et je ferai autre chose pour l'instant.
Rebonsoir et on prolonge ce documentaire ce soir dans Droit de Suite en s'interrogeant sur le manque de reconnaissance, le blues ressenti aujourd'hui dans notre pays chez les infirmières. Et pour en parler ce soir, tout d'abord avec nous Didier Holguin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du CHU de Clermont-Ferrand où ont été tournés l'essentiel des images, des témoignages qu'on a vus dans ce film. Il y a combien d'infirmières au CHU de Clermont ? Près de 2000 avec 1500 aides-soignantes. Et puis vous êtes également le président du comité stratégique du groupement hospitalier de territoire d'Auvergne, qui allie l'Allier et le Puy-de-Dôme et qui regroupe au total une quinzaine d'établissements. À vos côtés, Julien Borovzic, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député La République En Marche de la Loire, secrétaire de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale et vous êtes médecin généraliste de profession. Merci d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, Nathalie Depoire, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes infirmière à l'hôpital Nord Franche-Comté et peut-être surtout ce soir, la présidente de la coordination nationale infirmière. Merci à vous aussi d'être avec nous. Et puis enfin, Pascal Thibault est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vous aussi infirmière, mais rédactrice en chef d'Objectifs Soins et Management qui regroupe 3 titres principaux, Infirmière Magazine, Infirmière Libérale et Objectifs Soins et Management. Je vous propose, si vous voulez bien, pour commencer, de revoir un premier extrait tourné au CHU de Clermont-Ferrand. Et puis on en parle juste après. Il s'agit de Karine Michaud qui témoigne. Considéré comme ingrat car très contraignant et peu valorisant, le secteur de la gériatrie est peu demandé malgré un besoin croissant de personnel dû au vieillissement de la population. Karine aime évoluer aux côtés des personnes âgées, dépendantes et souvent en fin de vie. Outre les soins du quotidien, ce travail est riche en contacts et en histoires de vie qu'elle partage avec ses patients. Je reviendrai l'enlever, d'accord ? Moi, je veux mon sourire, Je veux mon sourire, moi, Mais oui, je sais bien. C'est dur. C'est dur. C'est long, je vais dire. C'est long pour mourir. On choisit pas, Non. On choisit pas notre fin, Qu'est-ce que vous êtes belle, vous avez un teint. Vous êtes jolie, c'est gentil. Vous êtes bronzée. C'est agréable d'avoir des compliments. Allez, je vous installe le masque. Karine Michaud, infirmière en gériatrie, on l'a vu au CHU de Clermont-Ferrand. Ces scènes-là, on les a tous vécues, peut-être auprès de nos proches, et aussi nous-mêmes, lorsqu'on a eu le malheur d'être accueillis, bien sûr, en secteur hospitalier. Vous êtes retrouvés dans ce témoignage, par exemple, de cette infirmière. C'est ça, le métier d'infirmière, c'est le besoin du rapport humain, avant tout. C'est ça ? Mais bien sûr, le relationnel a une grande part dans notre exercice. Et puis là, on démarre sur une prise en charge en gériatrie. Je crois que c'est à l'image, pas qu'en gériatrie, mais tous les services de médecine, mais plus globalement tous les services de l'hôpital, si ce n'est la maternité. Aujourd'hui, on est confronté au vieillissement de la population et aux besoins de prise en charge. Donc effectivement, notre quotidien, il est de pouvoir répondre de manière la plus adaptée possible, à la fois avec des compétences techniques, mais aussi relationnelles. Mais surtout relationnelles, parce que lorsqu'on est hospitalisé, on a tellement besoin de ce contact avec les infirmiers. On attend le jugement du médecin qui passe peut-être une fois par jour dans sa chambre. Mais c'est l'infirmière, le contact. Les aides-soignants sont eux qu'on voit en premier lieu, qui rassurent. C'est quand même ça la vraie vie dans un hôpital. C'est ce qu'on a vu dans ce documentaire tourné chez vous. Bien sûr, je pense que c'est assez fidèle. On s'y retrouve et je pense que c'est fidèle de l'esprit hospitalier, de l'ambiance hospitalière avec le blues des infirmières qui existe. Je crois qu'il faut pas. Ils l'ont vu ce documentaire, les infirmiers du CHU de Clermont-Ferrand. Oui, et encore aujourd'hui ils l'ont vu. On a essayé d'organiser un débat dans les 3 sites, avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs, mais je pense qu'ils s'y retrouvent et je pense que c'est assez fidèle de ce qu'on éprouve tous, de la difficulté du point de vue des salaires, du point de vue de l'absentéisme, du remplacement, de la formation aussi. Et puis de la complexité de l'hôpital, parce que parfois, le blues des infirmières, c'est aussi le blues des hospitaliers. Je vous propose de voir un deuxième extrait du documentaire, parce que ce qui ressort, et c'est le titre de notre émission, c'est quand même le manque de reconnaissance, en tout cas le ressenti comme tel des infirmières, ce qu'on appelle nous le blues des infirmières. Premier problème mis en avant dans ce documentaire et qu'on a retenu, c'est le problème de la gestion des effectifs et des remplacements notamment.
Et puis l'autre difficulté, c'est qu'en fait on remplace pas. Donc en fait, il faut qu'il y ait 3 arrêts maladie en fait pour qu'il y ait une infirmière qui arrive en remplacement. Donc en fait au quotidien, on pallie aux difficultés des plannings et on a une trame entre guillemets de base de planning, mais en fait on ne sait jamais au mois le mois en fait comment on va travailler. Et ça, pour l'organisation personnelle, je pense qu'à terme, ça peut être aussi lourd et difficile. Et c'est cette adaptation qui fait qu'aussi, à l'hôpital, parfois, après, on s'en va parce que cette lourdeur fait que du coup, ça prend le dessus sur le plaisir qu'on peut avoir pour notre métier, quoi. Amélie Bovy, qui témoigne dans ce documentaire, infirmière en néonatologie, qui s'angoisse et qui est assez mécontente de la gestion du planning parce qu'il y a des contraintes familiales, bien sûr, derrière. Est-ce que le problème d'effectifs, aujourd'hui, est le problème numéro 1 dans le secteur hospitalier pour les infirmières? Alors, je ne suis pas suffisamment bien placée peut-être pour dire que c'est le problème numéro 1. C'est un des problèmes. Je pense qu'il s'ajoute aux autres. Et c'est vrai que la difficulté de gestion du planning et d'avoir une vision de son planning sur le long terme, c'est certainement quelque chose qui est une revendication prioritaire pour nos collègues hospitaliers en particulier. Julien Barovic, moi je m'interrogeais, est-ce qu'il y a une vocation, est-ce qu'on a un problème de vocation ou est-ce qu'on a un problème d'effectif dans le secteur hospitalier, parce que c'est sur ce secteur dont on va beaucoup parlé ce soir, en laissant volontairement de côté peut-être le domaine libéral. On m'a toujours dit, par exemple, qu'il y a eu un choc des 35 heures, un traumatisme des 35 heures, qui a créé un considérable problème d'effectifs dans les hôpitaux publics. C'est vrai, ça, Inéluctablement, il y a un vrai problème d'effectifs, on le voit. Vous parliez tout à l'heure de vocation. Pour le coup, ce sont des gens qui sont des femmes, des hommes qui sont particulièrement passionnés par ce qu'ils font. Je crois qu'on l'est tous dans le milieu médical, quel que soit notre rôle. Et ce qui m'interpelle, moi, c'est vrai que dans cette émission, on voit essentiellement des femmes jeunes. Donc c'est encore plus préoccupant, parce que ça veut dire que quelque part, on rate quelque chose. Ce sont des personnes qui sont volontairement particulièrement impliqués parce qu'ils font cette partie d'humanité dans ce travail-là. Et aujourd'hui, on voit qu'effectivement, je crois, et on l'a dit tout à l'heure, c'est un problème peut-être d'effectif, de salaire, mais de reconnaissance avant tout de ce que font ces personnes-là au jour le jour. On a ce souci-là de répercussions dans leur vie intime aussi, via le planning. Oui, je me cristale un petit peu au terme de vocation parce que ça a une connotation du poids de notre histoire et ça nous ramène aux bonnes sœurs. Or, nous ne sommes pas des bonnes sœurs, nous sommes des professionnels à part entière et on se retrouve à devoir gérer une vie familiale, personnelle et une vie professionnelle. Et le changement de planning permanent, il y a le prévisionnel. On a notre planning prévu et puis il y a des absences à gérer, ce qui fait qu'on nous demande de remplacer, avec la difficulté de devoir remplacer aussi bien de jour que de nuit. Parce qu'il y a des difficultés de salaire, mais il y a des difficultés de primes aussi, aux contraintes. Les nuits sont peu valorisées, donc aujourd'hui on trouve de moins en moins d'infirmières, d'aides-soignants volontaires pour faire des nuits. Donc on oblige à faire des nuits de manière très déstructurée. Et avoir des plannings, des heures supplémentaires, des compteurs où on ne récupère pas les heures parce qu'on n'est plus assez à être sur le pont, à la longue, ça use et ça devient difficile. Quand vous aviez un week-end de prévu en famille, puis qu'au dernier moment vous l'annulez, on aime notre travail, mais on doit aussi répondre à des obligations familiales et ça, il faut qu'on nous en donne la possibilité. Le choc des 35 heures, vrai ou faux? Ça a créé un problème d'effectifs dans les hôpitaux publics qu'on a peut-être d'ailleurs digéré depuis, mais est-ce que ça a été... Je suis plutôt partagée sur le sujet. Ouais. C'est plus le remplacement, la vraie question, et les besoins de répondre vraiment pour avoir des effectifs qui répondent à un planning qui soit régulier, un rythme de travail. Pourquoi? Alors, d'où vient ce problème de remplacement? Parce que là, ça a l'air d'être un sujet. Je crois qu'il faut dire d'abord que l'absentéisme a tendance à augmenter. Et c'est, à mon avis, la traduction de la crise à l'hôpital, de la charge de travail, et puis peut-être aussi de la complexité du travail sur les infirmiers, parce que les infirmiers, c'est le corps professionnel qui est le pilier avec les médecins de l'hôpital. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, on remplace à l'hôpital, mais on remplace pas la hauteur de l'absence. Et si on remplace une fois sur deux, eh bien, c'est quand même très mal vécu. Et puis, troisièmement, il y a la prévision de sa vie, quoi. Quand on a un week-end sur deux en famille, ou pour soi, et qu'il y a un week-end qui saute, c'est une catastrophe quand même. Ça fait un week-end sur 4, un week-end sur 3, c'est quand même très dur, quoi. Et de ce point de vue, si on accumule tout cela, je pense que c'est un peu le blues des infirmières qui est sous notre joug.
Les 35 heures ont certainement joué sur les organisations de travail. On a eu des modifications des plannings, des horaires, des durées d'horaires et des diminutions des temps d'échange. Et ça aussi, ça joue énormément sur ce blues et ses difficultés. Est-ce qu'il y a une pénurie d'infirmières, comme on l'a entendu dire justement au début des années 2000 ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui une pénurie d'infirmières ou est-ce qu'il y a un problème de vocation qui fait qu'aujourd'hui on n'a pas le nombre d'infirmières qu'il faudrait ? Est-ce que le problème se pose aussi comme ça ou pas ? Alors c'est vrai que moi aussi j'aime pas trop le terme de vocation, même si on voit bien qu'on a des gens passionnés et nos collègues le montrent bien dans ce reportage. Alors mettons de côté le terme vocation. Mais voilà, je pense qu'il faut effectivement un certain charisme. Quand on voit la qualité relationnelle des échanges qu'on a pu voir dans le reportage, c'est la partie visible de l'iceberg. Derrière, c'est un professionnalisme considérable. Et il ne faut pas oublier qu'une infirmière, c'est à la fois quelqu'un qui a cette capacité relationnelle et quelqu'un qui est une technicienne hors pair. Et ça demande des compétences extrêmes, en fait. Et un engagement. Julien Borowitch s'étonnait qu'il y ait beaucoup de jeunes infirmières qui s'expriment dans ce documentaire. Est-ce que ça veut dire qu'on abandonne plus facilement ce métier aujourd'hui, où on a le nombre d'infirmières qu'il faut, qui sortent d'école, mais qu'elles travaillent moins longtemps dans ce métier ? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses ? On a encore heureusement des anciennes dans les services, mais on a beaucoup de nouvelles infirmières qui arrivent. Toute la question, c'est de les accompagner à leur prise de fonction. On a une formation en école d'infirmière qu'on appelle maintenant Institut de formation en soins infirmiers. Il faut, quand on arrive vraiment dans la vie professionnelle, être accompagné à ce passage-là. Moi, ce que je note, c'est d'accompagner aujourd'hui beaucoup de professionnels qui n'ont pas forcément l'ambition de faire une carrière en fonction publique, qui vivent mal leurs conditions d'exercice et du coup cherchent à s'échapper vers d'autres secteurs d'activité, voire encore plus grave, raccrochent complètement la blouse et réfléchissent à d'autres professions. Et ça, c'est dramatique parce que les besoins de santé augmentent et on a besoin de professionnels. Bien sûr. C'est plus dans cette dimension-là que je le disais, c'est-à-dire que c'est assez impressionnant de voir c'est valable dans votre reportage, mais on le voit ailleurs, des femmes ou des hommes jeunes qui sont plein de bonne volonté, qui ont fait ces études-là parce qu'ils ont vraiment envie de faire ce travail-là, et qui aujourd'hui, et je vous rejoins complètement, et pour faire le lien avec la médecine, c'est exactement le même problème, c'est-à-dire que des gens qui vont fuir, entre guillemets, par défaut, c'est ça le pire, c'est que c'est des choses qui les passionnent, mais on n'est pas capable aujourd'hui de raccrocher les wagons pour leur faire avoir envie de continuer de travailler, parce que les conditions de travail sont parfois délétères. Et je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'on a comprimé le temps de travail avec une perte totale, et ça on l'entend souvent, du temps de relève. Je crois qu'il faut qu'on revienne là-dessus parce que c'est très important. C'est le temps où on échange entre deux équipes, où on dit voilà, tel patient a fait telle chose aujourd'hui, etc., etc. Ce sont des moments qui sont majeur dans la transmission des informations et puis qui était un moment d'échange aussi entre les équipes et qu'on a vraiment perdu aujourd'hui. Je crois que ça c'est quelque chose de majeur. D'ailleurs vous le regrettez vous aussi ce moment d'échange, peut-être ce manque de communication entre les différents personnels qui constituent. Oui, on peut le noter, c'est que l'hôpital connaît des difficultés de communication et d'échange à tous les niveaux. D'ailleurs, les infirmiers le disent souvent, la relève entre les équipes est indispensable. En même temps, les contraintes économiques de l'hôpital, comme l'organisation du temps de travail, nous conduit à avoir le moins de temps de relève qu'auparavant. Et de ce point de vue, c'est un phénomène général dans l'hôpital français. Si on ajoute cela avec la tarification à l'activité qui quand même conduit à ce que ce soit les actes qui soient considérés de plus en plus techniquement, avec un peu moins d'humanité et de temps relationnel qu'auparavant, on a peut-être des causes profondes du malaise dans l'hôpital public. Je crois que ce sont des causes qui ne sont pas seulement dues à des problèmes de gestion ou des problèmes de compréhension. Ce sont des causes profondes de l'organisation hospitalière qui méritent que tout le monde se rassemble pour discuter de tout cela, quoi. Alors on a effleuré aussi le sujet de la rémunération. Et Dieu sait si c'est un élément de reconnaissance demandé, on l'a bien compris dans ce documentaire. On va réécouter Pauline Maître, infirmière en bloc opératoire au CHU de Saint-Étienne sur le sujet. Pour bien faire son travail, il faut que les gens soient reconnaissants, et la reconnaissance, on n'en a pas. Ça, c'est évident. Donc c'est difficile de donner de soi quand on ne nous donne pas grand-chose.
Et je pense qu'une infirmière de base n'a pas le salaire qu'elle mérite, vraiment. Une infirmière en service qui, honnêtement, n'arrête pas parce qu'elle fait des soirs, des matins. Elle travaille un week-end sur 2. Donc, pour pas grand-chose, une petite prime du dimanche et encore. Parce que vu ce qu'elle donne, eh bien, c'est pas... Voilà, le salaire n'est pas suffisant. En effet, le salaire de base d'une infirmière est de 1 240 € net. 1 240 € net pour cette infirmière. Pouvez nous donner un ordre d'idée du salaire que touchent les infirmières à Clermont-Ferrand? Écoutez, à Clermont-Ferrand, comme dans tous les hôpitaux publics, puisque ce sont des salaires qui dépendent d'une grille nationale, les infirmières de Clermont-Ferrand sont payées le même tarif que les autres infirmières du secteur public. 1 504 € pour une infirmière de catégorie A, 1 436 € net pour une infirmière en début de carrière. J'ai les fiches de paye. Oui. Et 2 459 € pour une infirmière en fin de carrière, 2 427 dans un autre cadre. Auquel s'ajoutent quelques primes relativement modestes. Et vous avez entre 1 500 et 2 500 € la carrière d'une infirmière du début à la fin de sa vie hospitalière. C'est quand même très, 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 je dirais, modeste. Alors, on a parlé des effectifs, des sous-effectifs, les salaires. Ça, c'est une forme de reconnaissance incontournable dans le milieu professionnel. Et visiblement, vu les chiffres cités, il y a peut-être de quoi s'interroger. Ça fait partie de votre revendication numéro 1, les salaires aujourd'hui ? Alors, la revendication numéro 1 aujourd'hui, c'est les conditions d'exercice, mais on n'a pas à rougir d'une revendication syndicalement posée de demander des salaires qui soient à la hauteur de nos compétences et de nos responsabilités. Aujourd'hui, on a un niveau de formation, des semestres à l'université. Pour que tout le monde comprenne, en gros, on est sur 3 années de formation, bac plus 3, avec une entrée dans la carrière qui n'est pas à la hauteur, et des primes, puisque vous évoquiez les primes, les contraintes, elles sont quand même loin d'être dans la reconnaissance. Faire des nuits à 1,07 € brut de l'heure travaillée, et encore, si vous faites 10-12 heures, le code du travail met la nuit sur 9, donc la prime, elle est versée sur 9 heures. Si vous êtes une femme seule, parce qu'avec ces formidables contraintes qu'on vit au quotidien, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de divorcés dans la profession qui se retrouvent parents isolés avec la difficulté de trouver une nounou. Et là, le mode de garde, la prime, c'est pas 1,07 € brut de l'heure. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pour beaucoup, quand on est seul, on va travailler à perte en fait. Pauline Maître, qu'on a entendu il y a un instant, infirmière en bloc opératoire, c'est-à-dire qu'elle a 3 ans de cursus général dans sa formation et des années de spécialisation pour arriver en bloc opératoire. Oui, alors infirmière bloc opératoire, c'est encore une formation après la formation infirmière. Donc c'est bac plus 4 là en l'occurrence. Oui, et peut-être plus 5 demain avec l'entrée à l'université, et on espère bien que ce sera reconnu sur une grille vraiment correspondante. Donc pour être payé 1 240 € net, Julien Borowicz. Est-ce que le compte y est là, franchement? Non, je pense qu'il y a 2 axes, justement. Un qui vient d'être souligné, c'est-à-dire la reconnaissance des études d'infirmière qui a toujours été en bordure et qui est encore aujourd'hui mal reconnue et donc inéluctablement mal valorisée. Et puis le deuxième pilier, et on l'a effleuré tout à l'heure avec le problème de la T2A, la tarification à l'activité, inéluctablement, on ne reconnaît pas le travail infirmier dans la T2A. Parce que la T2A valorise des actes. Mais le moment qu'on voit dans les images tout à l'heure où on prend le temps de parler avec le patient, etc., sont des actes qui sont absolument pas valorisés en T2A. Alors évidemment, lorsque vous êtes dans un service très interventionnel, peut-être qu'on aura moins ce temps de parole. Alors bien préciser ce qu'est le T2A. Tarification à l'activité, c'est-à-dire qu'en fait, on valorise à l'acte. C'est-à-dire quand on fait un acte en particulier, une pathologie en particulier. Mais ça ne valorise pas le moment où vous allez prendre le temps de parler avec le patient. Alors c'est tout l'intérêt de la réforme qu'on souhaite insérer dans la T2A pour valoriser une base sur un forfait plus une tarification à l'acte, pour revaloriser ce temps justement passé avec le patient. Moi je vais vous la poser, la question que j'imagine vous brûlez de poser aux députés et qui plus est secrétaire de la Commission des Affaires sociales. Est-ce qu'on va la revaloriser? Est-ce qu'on va valoriser davantage les salaires des infirmières durant ce quinquennat? Est-ce que c'est à l'ordre du jour concernant la République en marche? C'est le but en filigrane, si vous voulez. C'est le but en filigrane de cette valorisation de l'acte, non pas uniquement à l'acte, pardon, mais à l'activité en général, y compris l'activité de passer aux soins. Si vous me permettez, on est quand même sur 2 choses différentes. Il y a la tarification à l'activité qui est sur le fonctionnement et le budget des hôpitaux, et puis il y
a le salaire des infirmiers qui sont sur une grille effectivement nationale. Non, mais ça, je suis et d'accord. on a quand même besoin d'augmenter nos grilles de salaire. On a besoin d'avoir des augmentations aussi sur les contraintes, les primes de week-end qui sont que valorisées pour le dimanche, les primes de nuit. C'est pas du tout ce qu'on peut trouver dans d'autres fonctionnements. Alors on veut parfois faire fonctionner l'hôpital comme une entreprise, et là c'est parce qu'il faut vraiment y redonner une dimension humaine, mais on n'est pas du tout rémunéré dans nos contraintes de week-end et nos contraintes de nuit comme on serait dans d'autres entreprises. Si on compare avec d'autres pays européens, il en a été question à travers un témoignage dans ce film où on gagnerait beaucoup, les infirmières, en tout cas, et infirmiers français gagneraient beaucoup moins que leurs homologues européens. C'est quantifiable, c'est vérifiable cela ? C'est certainement vérifiable. C'est très compliqué de faire des comparaisons parce que l'exercice n'est pas toujours exactement le même, la formation n'est pas la même également, les durées de formation et les actes qui sont confiés. L'infirmière en France, elle a une liste d'actes qui lui sont exclusifs et qui ne sont pas toujours les mêmes, c'est pas toujours les mêmes responsabilités dans d'autres pays. Donc c'est encore très difficile, bien qu'on ait l'Europe, bien qu'il y ait une libre circulation, il y a quand même des contrôles quand on vient travailler en France ou quand nous allons travailler à l'extérieur, et c'est compliqué de... Vous avez des points de repère là, peut-être par rapport à d'autres pays européens, je sais pas. sur ce qui est la responsabilité des infirmières en France, comparé aux infirmières allemandes, espagnoles, italiennes ou autres aujourd'hui. Moi, je trouve qu'il y a quand même un paradoxe parce que d'abord, le système français est considéré comme un très bon système, même s'il est critiqué en ce moment et il est évalué, et c'est normal. Mais les infirmiers sont considérés comme ayant un très bon niveau. Au-delà du fait qu'il y a des infirmières spécialisées et de très nombreuses infirmières spécialisées, alors ces salaires-là sont à moduler en fonction de la spécialisation quand même. Une infirmière anesthésiste gagne plus que cela. Hein. En précisant que ce sont les salaires nets que vous avez cités tout à l'heure. Ce sont des salaires nets, absolument. Mais au-delà de ça, il y a un contraste, il y a un paradoxe, puisqu'ils ont plutôt un très bon niveau et ils ont quand même un rôle qui est relativement cantonné dans un rôle très propre, si je puis dire, parce que c'est la dénomination, alors qu'il pourrait y avoir une autre type de délégation de tâches médicales. Et ça, c'est un grand débat qu'il y a actuellement dans la profession infirmière. Mais le reportage dit quelque chose d'autre. Il dit qu'il y a un besoin de reconnaissance. Et ce besoin de reconnaissance, c'est une vraie question. Est-ce que c'est de la reconnaissance du point de vue des directions hospitalières? Est-ce que c'est de la reconnaissance vis-à-vis de la population? Parce que de plus en plus, on a des infirmiers aux urgences ou ailleurs qui sont alertés et qui sont interpellés par une population qui est de plus en plus difficile à l'hôpital public. Il y a moins de reconnaissance qu'auparavant. Reconnaissance par rapport au corps médical, reconnaissance par rapport à l'idée qu'elles se font de leur propre métier. Alors combien qu'elles sont interpellées par la réaction de certains patients, par exemple, ça prend quelle forme? D'abord, il y a des violences à l'hôpital. Ouais. D'abord, c'est difficile ce métier. Et on est de plus en plus soumis à des violences. C'est difficile le service public. Et deuxièmement, ils sont interpellés aussi sur les problèmes de compétences, de travail. Parfois, on s'entend dire à l'hôpital qu'on ne travaille pas assez, vous faites rien. Alors qu'on n'arrête pas, quoi. C'est vraiment un endroit où tout le monde travaille, l'hôpital. Et on dresse souvent des louanges quand même aux infirmières qui soignent mais aussi. La crise du métier, c'est aussi ça. Ouais. Moi, je suis complètement d'accord. Bien sûr, la reconnaissance, ça passe aussi par un salaire, mais pas que. Et là, c'est valable, je crois, pour tout le corps soignant. Il y a un vrai problème aujourd'hui dans la prise en charge en particulier aux urgences, mais dans tous les services. Vous avez cité les patients, mais il y a aussi les familles qui sont parfois assez violentes. Et la reconnaissance, souvent, on l'a pas beaucoup. Enfin, je dis on parce que je crois que c'est vraiment une famille là qui s'exprime. Les soignants en général, on l'a pas souvent. Hein. Non, ça peut être parfois très vif et y avoir même des violences parfois verbales et physiques. Et qu'on comprenne bien pour ce qui a été dit sur les primes. Vous avez une autonomie concernant la fixation du prix des primes. On a dit qu'il y avait une grille salariale nationale. En revanche, sur les primes, il y a une latitude. Non, quand on est un patron d'un CHU. Non, les primes sont encadrées par la loi, les textes réglementaires. Elles doivent être les mêmes pour tous. Je dis pas qu'il n'y a pas, je dirais, des endroits où il y a peut-être des petits infléchissements, mais normalement, le trésorier y regarde scrupuleusement et on ne peut pas déroger aux textes réglementaires. Donc c'est tout à fait encadré. Alors c'est à la fois source d'homogénéité de l'hôpital public. On est payé de la même façon à Clermont-Ferrand qu'à Besançon.
Voilà. Mais en même temps, c'est source aussi de forme de rigidité. À quand remontent les plus belles revalorisations de salaire de mémoire? Alors, de mémoire, concernant les infirmières, les infirmiers, 80% d'infirmières, mais 20% d'infirmiers en France quand même. C'est Madame Simone Veil. Simone Veil. 74-75, qui a vraiment, elle était à ce moment-là ministre de la Santé, et elle a vraiment revalorisé cette profession. Sur le plan salarial, mais aussi sur le plan justement de cette reconnaissance, c'est-à-dire qu'elle a mis cette profession en valeur. Et on appelle encore la prime Veil. Et on appelle encore la prime Veil. Ça nous ramène quand même quelques dizaines d'années en arrière. Il y a eu après... Il y a la prime Veil, après il y a derrière la naissance du syndicat que je préside, la CLI, derrière le mouvement de la fin des années 80, 150 000 infirmières dans la rue, une évolution sur le début de carrière. Mais si vous pouvez regarder, on reprend les bandes de l'INA, je revois une collègue dire à ce moment-là, vu ce qu'on a obtenu, dans 15 ans on peut y retourner. Elle avait pleinement raison, c'était prémonitoire, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, les revendications sur nos conditions d'exercice, la formation, les salaires sont toujours là. C'est aussi ça qui donne envie de... Est-ce que vous allez y retourner? Est-ce qu'on va avoir le droit à un nouveau coup de fièvre dans la profession du côté des infirmières? C'est assez récurrent, cette montée de fièvre, cette colère, justement, qui s'exprime dans la rue. On l'a vu d'ailleurs dans ce documentaire. Beaucoup de manifestations récurrentes. Alors je pense que 88, personne ne l'avait prévu, c'est arrivé. C'est pas exclu que ça recommence. Hélas, aujourd'hui, les infirmières sont peu syndiquées et elles sont plus... à chercher une fuite. Alors, quand c'est dans un autre secteur d'activité, pour le patient, c'est bien. Quand c'est vers une autre profession, c'est dramatique. Et moi, je m'inquiète là du manque d'inscription, du manque d'envie. Il n'y a plus vraiment de liste d'attente dans les instituts de formation. C'est ce qu'on a dit d'ailleurs. Et ça, c'est inquiétant. On a mis le doigt dessus dans cette émission ce soir. Ce manque d'envie, peut-être. Malgré tout, je voulais donner une note positive un peu à la fin de ce débat, de ce droit de suite ce soir, parce que je me suis posé la question concernant l'avenir de ce métier. Et ça, c'est peut-être moins expliqué dans ce documentaire. Je veux parler du virage ambulatoire, par exemple, concernant les hôpitaux publics. Il y a beaucoup d'actes ambulatoires aujourd'hui. Est-ce que ça va avoir une conséquence pour les infirmières demain? Et puis d'autre part, il y a la télémédecine qui commence aussi à décoller en France, notamment dans les territoires ruraux. Est-ce que ce sont des éléments qui peuvent modifier, changer, faire évoluer le métier d'infirmière, Julien Borowicz, pour demain? Inéluctablement, mais je pense qu'au-delà de ça, il y a un vrai travail qui se fait actuellement, c'est sur la délégation de compétences aussi. C'est-à-dire que là, je lance un pavé dans la mare en tant que médecin, mais c'est vrai qu'il y a un vrai travail aujourd'hui de délégation de compétences, c'est-à-dire, alors on voit bien, voilà, j'allais y venir, c'est-à-dire qu'on voit bien que la profession médicale est surchargée, en particulier, vous parliez tout à l'heure des zones rurales que je connais bien puisque j'y exerce, et l'idée c'est de déléguer un certain nombre de compétences. Alors là, on sort de l'hôpital, bien sûr, mais l'ambulatoire peut aussi en faire partie. Et la télémédecine peut aussi en faire partie parce que, étant président du groupe d'études santé numérique, moi je m'attache justement, donc le groupe d'études à l'Assemblée, je m'attache à ce que la télémédecine puisse être mise en place avec cette partie humaine qui est indispensable dans le métier de soignant. On va pas pouvoir mettre une caméra devant un patient et dire voilà parle. Il faut qu'il y ait forcément quelqu'un qui soit là pour sentir la chose et là la délégation de compétences prend tout son sens. Et je pense que c'est une vraie revalorisation, justement, du métier d'infirmière. Donc ça sera des responsabilités supplémentaires? Bien sûr, c'est le but. Donc ça sera mieux rémunéré, alors? Inéluctablement, ça sera mieux rémunéré. Mais là, on est en train de parler de choses qui sont quand même beaucoup plus libérales qu'hospitalières. Bien qu'il y ait de la télémédecine qui se mette en place aujourd'hui dans les hôpitaux et dans les EHPAD. L'ambulatoire, par exemple. Juste pour répondre, je pense quand même qu'il y a une large place, et je pense que vous évoquez le sujet de l'infirmier en pratique avancée, il y a aussi une large place sur l'hôpital, comme en ville, mais il y aura une valorisation à hauteur des compétences, donc ça n'enlève rien au besoin de valoriser les infirmiers aujourd'hui. Ça concerne peut-être 5% de notre profession, pas la totalité. Après, quand on parle de télémédecine, je crois qu'il faut qu'on donne pleinement la place aux professionnels infirmiers. Pour l'instant, ce qu'on entend beaucoup, effectivement, c'est une place médicale dans la télémédecine. Les textes de l'infirmier en pratique avancée, on les attend. C'est une porte ouverte, il faut qu'on avance, mais on est très déçus. On attend le texte final, mais on sait tous que ça n'a pas l'autonomie qu'on attendait. Et c'est un petit peu dommage. Des consultations infirmières, elles existent, on ne veut pas les écrire dans les textes. Pour la télémédecine aussi, il y a une place en consultation infirmière. Je pense que cette activité infirmière-là, il faut la reconnaître, il faut la développer. On a quand même le maillon infirmier sur le territoire de santé, qui est un maillon incontournable. Numériquement parlant, on est là, on peut être formé et représenter pour la population une vraie opportunité de prise en soin. Cela dit, sans aucune rivalité, mais bien dans une collaboration avec les médecins.
Et c'est là que je voulais en venir, pour vous répondre. C'est justement là-dessus qu'on est en train de travailler, parce que le problème, c'est donner de la responsabilité, c'est le but, mais il faut que cette responsabilité soit prise en charge à la fin du parcours. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas après de dire, bon, on va transférer le dossier au médecin, parce que du coup, le cercle devient vicieux. Donc c'est là où il faut qu'on arrive à choper au niveau du travail de responsabilité et de diagnostic, parce que c'est ça aussi le problème. L'évolution de ce métier à travers... Bon, c'est vrai, l'ambulatoire, la télémédecine, vous le voyez comment? D'ailleurs, vous faites sans doute des dossiers dans vos magazines sur ce sujet. Ça, évidemment, ça intéresse toutes les infirmières. On fait des dossiers, effectivement, dans les magazines. Et vous évoquiez tout à l'heure la notion de salaire hors de nos frontières. On peut aussi aller regarder les modes de fonctionnement hors de nos frontières. C'est-à-dire qu'on a ailleurs une collaboration, comme le disait Mme Depoire, qui peut être plus importante. On a en France aujourd'hui des infirmières qui ont des vraies expertises dans tous les domaines. On a vu la néonatologie, on pourrait en citer plein d'autres, les infirmières en dialyse, enfin voilà, des gens qui ont des vraies expertises. On peut regarder comment on travaille dans d'autres pays et être plus dans une collaboration. Et une vraie reconnaissance. Une infirmière française peut aller travailler sans problème en Allemagne, en Italie, en Espagne aujourd'hui, dans l'Union européenne. En théorie, oui. Donc elle peut gagner peut-être plus. Peut-être en Suisse surtout. En Suisse surtout. Elle ne fait pas partie de la frontière. En Suisse, alors pour être voisine, on n'est pas attiré que par le salaire, mais par les ratios soignants aussi. Voilà. Je pense qu'on a un enjeu tous ensemble de formation pour former des professionnels où l'humain est au cœur de la technicité et non pas une technicité détachée de l'humain. Et ça, c'est très compliqué à faire parce qu'on a un hôpital extrêmement technique et pour autant, l'humain doit être au cœur de cette technicité. Et je pense que si on arrive à concilier ça, on n'aura pas des infirmières de catégorie A qui seront en dehors de l'humain et des infirmières de catégorie B qui seront dans l'humain. Mais au contraire, on aura un corps infirmier beaucoup plus homogène. Ça, je pense, c'est un enjeu pour nous tous. Et l'hôpital public est au cœur de cet enjeu, bien évidemment. Parce qu'on en revient évidemment au début de cette émission, ce qui était aussi le début de ce documentaire, c'est le caractère humain de ce métier, ce qui peut créer des vocations, tout au moins au départ. Il suffit de continuer à les susciter ensuite. Et c'est toute la question d'avoir des professionnels avec un projet professionnel qui correspond à ce qu'on estime comme nos valeurs professionnelles premières, et relationnelles, il y a une grande part. Notre inquiétude, c'est demain le changement, la suppression du concours, Parcoursup, avec des gens qui peut-être vont arriver parce qu'on leur oriente du débouché de carrière, mais pas un vrai projet professionnel avec des valeurs partagées. Parce que oui, il y a la formation, mais il y a quand même des valeurs essentielles. Si on n'est pas dans la relation à l'autre, je pense qu'on n'est pas fait pour ces professions. On n'a pas différencié les choses en fonction des types de services. On a vu qu'en gériatrie, par exemple, il y avait un problème de personnel parce que ce sont des services extrêmement délicats. Tous les problèmes qu'on a soulevés là, ce manque de reconnaissance, il est valable pour certains services par rapport à d'autres. Ce blues des infirmières, il vaut pour tous les services ou alors il y a vraiment des services où c'est vraiment tangible? Il s'exprime d'une façon à peu près identique dans tous les services avec des spécificités. C'est vrai, quand on est infirmière en bloc opératoire, on est plus centré sur la réalité du bloc opératoire avec une fatigue, une fatigabilité, etc. Aux urgences, on est plus dans la situation de surmenage et de réponse aux familles, réponse au flux d'urgence. Dans d'autres endroits comme la néonate ou même quand on est infirmière de médecine, on a une charge de travail énorme. Mais ce qu'il faut dire aussi, ce qui change dans le métier d'infirmière, c'est toutes les normes et la traçabilité de l'activité qu'on doit faire. Maintenant, le métier d'infirmière est beaucoup plus derrière son ordinateur qu'auparavant. Et ça, c'est l'hôpital des temps modernes, si je puis dire. Je pense que si on change notre relation à l'évaluation, à la qualité, nous allons changer la relation à l'humain dans la relation de soins. Et je pense que ça, c'est aussi un enjeu. L'hôpital public en ce moment est tourné vers l'évaluation, tourné vers la qualité, mais une qualité en dehors des questions humaines, de relationnel. Alors c'est intéressant parce que vous dites, les infirmières ont davantage le nez sur l'ordinateur, on l'a tous un petit peu maintenant, c'est une évidence. En revanche, des infirmières avaient l'air de dire que l'administratif prenait de plus en plus de place dans le métier, ça faisait aussi partie des choses qui motivaient pas particulièrement pour le faire, ce métier. C'est vrai? Mais c'est souvent des exigences de traçabilité qui sont très chronophages. Alors c'est très important la traçabilité aujourd'hui. C'est important pour la sécurité des soins. Après, il faut trouver le juste équilibre pour qu'on soit pas effectivement que sur remplir des papiers, des dossiers sur l'ordinateur et qu'on ait un temps relationnel. Si on suit aujourd'hui un parcours soignant auprès du patient, c'est l'aide-soignant qui va passer le plus de temps
dans la relation et l'infirmier n'a plus le temps d'être dans cette relation et c'est une vraie frustration aujourd'hui. Bien sûr, parce que ce que nous disent les professionnels, c'est cette perte de sens, c'est de rentrer le soir à la maison avec le sentiment de ne pas avoir fait son travail. Et on a évoqué peut-être les services, les spécialités où il y aurait le plus de manque de reconnaissance, en tout cas. Vous voyez ce sentiment. À l'inverse, il y a des services, des spécialités que vous diriez aujourd'hui d'avenir pour les infirmières de demain dans le service hospitalier. Moi, je trouve que dans le reportage, on voit quand même des infirmières qui sont motivées par leur travail. Elles montrent cet équilibre, elles montrent quand même cette envie. Et j'ose espérer qu'elles donneront à d'autres plus jeunes, et pas toujours des plus jeunes, parce qu'on a des gens qui se recyclent aussi. Il y en a qui changent de métier, qui deviennent infirmières. Je trouve que c'est pas tout noir non plus. Merci, un grand merci à tous les quatre d'avoir participé à ce droit de suite où nous interrogions ce soir sur le blues des infirmières. Vous pouvez bien entendu réagir à cette émission, ça sera sur #DDS, notre adresse sur Twitter. Rendez-vous à tous pour un prochain droit de suite avec bien sûr son documentaire et son débat.